monsieur, bonjour, merci d'être avec nous pour le rendez-vous de chaque vendredi pour votre émission C'est le week-end. Le Monde célèbre ce samedi 20 la journée internationale de l'ostéoporose. À l'occasion, une journée de sensibilisation et d'information sera organisée demain par le CHU de Douira et un laboratoire médical dans une grande surface à Alger. Les organisateurs seront avec nous en fin partie d'émission pour nous expliquer les détails. Revoir son alimentation pour avoir de bonnes habitudes alimentaires, reprendre les recettes de nos grands-mères. Beaucoup d'entre nous le fait. Nos produits du terroir seront à l'honneur ce vendredi à l'occasion de la Journée mondiale des cuisiniers. L'initiatrice du projet Terroir des gourmets sera parmi nous. Elle sera accompagnée de 2 artisanes. Une spécialiste de la nutrition sera également présente avec nous. La première partie de l'émission sera consacrée quant à elle à une pathologie que beaucoup négligent ou ne prennent pas en charge à temps. Il s'agit du bégaiement. Nous mettrons la lumière sur ses symptômes, sur ses facteurs déclencheurs et surtout sur les voies pour en guérir. Avec une orthophoniste je vous invite à retrouver juste après ce sujet de Anissa Bouzid qui s'est justement intéressée à la pathologie du bégaiement. A tout de suite. Le bégaiement est une pathologie peu connue, mais qui touche beaucoup de personnes. Le 22 octobre de chaque année est célébrée la Journée mondiale du bégaiement, une occasion pour prendre au sérieux ce trouble de la parole. Le bégaiement, c'est un trouble relationnel. Ça veut dire plus la personne est en contact avec des personnes étrangères ou dans une situation où il doit s'affirmer, on remarque le trouble de façon plus importante. La preuve, on peut trouver des bègues qui ne bégayent pas à l'intérieur de la maison, mais qui bégayent à l'école, qui bégayent à l'extérieur, au marché. Donc ça, c'est une première remarque. Donc c'est un problème relationnel. Ça touche la parole. On doit insister parce que le bègue, au moment où il chante, il peut ne pas bégayer. Le bègue, au moment où il fait de l'imitation, il peut ne pas bégayer. Et même en jouant un rôle, il peut ne pas bégayer. Ça veut dire que c'est au moment de la transmission du message dans la société où ça bloque. Les situations de bégaiement varient d'une personne à une autre. Ce trouble affecte 1% de la population, touche 3 garçons pour une fille et débute plus souvent entre 3 et 7 ans. Il y a plusieurs types de bégaiement, un bégaiement clonique, tonique, par inhibition, de substitution, un bégaiement tonico-clonique. Donc il y a plusieurs types et aussi plusieurs degrés de bégaiement. Donc généralement dans la société, on ne parle que du bégaiement chez les sujets très jeunes, chez les enfants, mais ça affecte aussi les adolescents et les adultes. C'est un véritable handicap social au quotidien. Mais heureusement qu'il peut être soigné. Le début de la prise en charge commence quand on pose le diagnostic de bégaiement et on élimine d'autres causes. Parce qu'il y a du bégaiement associé à d'autres pathologies ou d'autres pathologies qui donnent des symptômes qui ressemblent au bégaiement. Donc il faut d'abord donner et poser le diagnostic de certitude de bégaiement et pas d'autre chose. Éliminer tout ce qui est autre diagnostic. Après, on posera le diagnostic de bégaiement. On commencera la rééducation orthophonique qui suit plusieurs thérapies selon que l'orthophoniste vous a déjà décrit. Après, on fait juste l'évaluation de projets thérapeutiques en psychiatrie sur l'évolution de l'amélioration et aussi le retentissement, parce que le bégaiement crée aussi d'autres retentissements psychologiques, l'estime de soi, les relations avec les amis, les relations en scolarité et aussi la relation en société. C'est un trouble donc qui touche 1% de la population dans notre pays. Elle toucherait 3 garçons pour une fille. Pour en parler, nous avons invité pour vous une orthophoniste qui a bien voulu répondre à nos questions. Il s'agit de mademoiselle Titous Fessila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mademoiselle Titous, contrairement à ce qu'on peut penser, le bégaiement ne vient pas d'un trouble de la mâchoire, d'un problème de la mâchoire ou de l'articulation en général. Il s'agit plutôt du cerveau qui peine à élaborer ce qu'on appelle les syllabes. Tout à fait. Donc, comme elle a dit ma collègue, tout à fait, c'est un trouble de la communication qui se caractérise par une désorganisation
de la fluidité de la parole. Donc, on peut justement. Alors, est-ce que à partir de quel âge on peut détecter ce genre de pathologie? On parle d'une tranche d'âge de 3 à 7 ans, mais parfois il y a même une précocité langagière qui va provoquer ce qu'on appelle les buts, ou bien les blocages, ou bien la répétition des syllabes. Et c'est là les symptômes? C'est comme ça qu'on sait que voilà, notre enfant est atteint de cette pathologie? Il y a des enfants qui se présentent à la consultation parce que les parents ont constaté qu'il a bien commencé à parler, donc il a prononcé des phrases élaborées, même parfois très élaborées, et que progressivement ou de manière subite, oui, il a commencé à buter sur quelques mots. Et ça commence à se généraliser de manière progressive. Ça commence parfois à la maison, puis à l'école, à la crèche, au lieu où l'enfant il est socialisé, oui, où il y a des enfants qui, ça coïncide avec l'explosion langagière. C'est-à-dire, dès que l'enfant commence à parler, il commence à buter sur quelques... Est-ce qu'on peut parler d'hérédité pour cette pathologie? Je sais que la science n'a pas encore détecté d'où est-ce que ça peut venir, mais est-ce qu'on peut parler d'hérédité? Tout à fait. On retrouve des familles où il y a le bégaiement plus que d'autres familles, c'est-à-dire c'est transgénérationnel. On va trouver des parents qui, à une période de leur vie, ils ont présenté un bégaiement, puis ça s'est rentré dans l'ordre où ils ont pu développer, surmonter ou développer des techniques pour masquer, parce qu'il y a des bègues masqués. Et c'est pour ça que la théorie du facteur héréditaire a été justement, on penche vers le facteur héréditaire, parce que pour le moment, il n'y a pas une cause qui a été validée par la science. On parle de facteurs génétiques, héréditaires, et dans tout ça, il faut imaginer que toute la prédisposition, c'est comme un vase et qu'elle va rencontrer un facteur déclencheur qui va faire déborder ce vase. C'est-à-dire sans prédisposition, on ne pourra pas développer un bégaiement. Il faut toujours se rappeler qu'il y a une prédisposition. Voilà. Vous avez parlé de l'âge adulte, justement. Alors, dans 40% selon des études scientifiques, la mauvaise circulation des mots persiste à l'âge adulte. Si la personne n'est pas prise en charge à temps, et c'est d'où l'intérêt de la prise en charge précoce. La moitié, malheureusement, on n'a pas de statistiques très précises, mais la moitié des personnes qui présentent un bégaiement à l'âge jeune arrivent à surmonter, parce qu'il y a la notion de la plasticité cérébrale qui va aider l'enfant à surmonter. C'est-à-dire quand le cerveau, il est toujours encore en évolution, on peut toujours faire quelque chose. On arrive à l'aider, Ce qui est bien, c'est qu'on connaît beaucoup mieux le bégaiement pour qu'on puisse aider l'individu à n'importe quel âge. Que ce soit enfant, adolescent ou adulte, il y a toujours une manière de faire, il y a toujours une technique, il y a toujours... Justement, on ne va pas rentrer dans le mode de la prise en charge parce qu'on l'a vu dans le sujet, mais par contre, il y a un point qui vous tient à cœur et que vous vouliez justement en parler aujourd'hui, c'est le travail en collaboration, notamment avec les pédiatres. Les pédiatres, il n'y a pas que les pédiatres. Les pédiatres, c'est beaucoup plus pour orienter les patients parce qu'il y a la notion de... le bégaiement physiologique qui est une notion qui a été revue, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas consulter juste parce qu'on pense que c'est un bégaiement physiologique. On ne sait pas si c'est un bégaiement qui va se résorber spontanément ou c'est un bégaiement qui va accompagner l'enfant à son âge, à l'adolescent ou bien à l'âge adulte. Donc de préférence, c'est de prendre l'enfant en prise en charge, d'accompagner les parents, parce que parfois en pensant bien faire, ça part d'une bonne volonté. Les parents se mettent à dire, ou bien l'entourage, se mettent à dire il faut que tu respires à l'enfant, il faut que tu respires, il faut que tu prépares tes phrases, il faut que tu apprennes par cœur ton texte pour ne pas bégayer, pour ne pas buter le lendemain en école. Et c'est des attitudes qui sont très anxiogènes pour l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui est déjà en difficulté, il va sentir l'anxiété de son interlocuteur qui
qui est un petit peu impatient pour que l'enfant finisse. Pour que ça rentre dans l'ordre. Mais finalement, il n'emploie pas les bonnes méthodes. Les bonnes méthodes, c'est aux spécialistes justement de... C'est tout l'intérêt de la prise en charge précoce et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement qu'on fait. Donc, mis à part les pédiatres, vous travaillez aussi en collaboration avec les institutrices, avec les écoles. Donc, on leur donne des petites techniques de comment interroger l'enfant, à quel moment, qu'il faut toujours le préparer et on va... diminuer un petit peu, c'est-à-dire ne pas trop l'interroger peut-être ou alors non, c'est déconseillé, il faut l'interroger, sauf qu'on va le préparer psychologiquement, qui va être interrogé par exemple après deux camarades, puis on diminue progressivement. On fait ça soit par un courrier ou bien on se déplace si on peut le faire et ça donne des résultats. Aussi, on essaye de collaborer aussi en expliquant à l'institutrice qu'il faut parler ouvertement, c'est-à-dire c'est pas trop couver l'enfant, c'est pas d'éviter de l'interroger, au contraire, ne pas l'isoler, ne pas l'isoler et ne pas compléter ses phrases aussi. Ah d'accord. Oui, ne pas compléter ses phrases. On va leur apprendre, tout comme les parents, on va leur apprendre à comment glisser dans le discours de l'enfant, comme ça. Ils vont pas interrompre l'enfant à chaque fois parce que ça reste son tour de parole qu'on doit respecter. D'accord. Donc ça rentre un peu dans l'estime de soi. Tout à fait, l'estime de soi. Pour ne pas le complexer, pour ne pas accentuer sa pathologie. Tout à fait. Voilà, des détails que vous préconisez justement pour les instituteurs et aussi pour... Donc vous travaillez en collaboration avec les pédiatres, les psychologues et vous en tant qu'orthophoniste. Oui. Donc c'est pour dire que c'est un travail d'équipe complémentaire. Oui, parce que l'enfant ou bien l'individu, il vit dans une société. Il y a le premier cercle qui est la famille nucléaire qu'on doit accompagner, puis il y a la famille élargie, tout ce qui est voisin, je sais pas, amis, camarades, et aussi l'école parce qu'il passe la moitié de sa journée à l'école. Justement, on va continuer à parler des enfants et les enfants justement, notamment scolarisés. Le bégaiement peut être l'une des causes des échecs scolaires parce que souvent, il faut le dire, il fait souvent objet de moqueries. Tout à fait. Notamment par ses camarades. Et ça freine un peu le processus de guérison. Oui, quand on parle du bégaiement, on doit savoir qu'il y a deux parties. Il y a la partie visible du bégaiement, donc tout ce qui est les symptômes, quoi. Donc tout ce qui est répétition de mots et des syllabes, le blocage au début de la chaîne langagière. Mais il y a aussi la face qu'on ne voit pas et parfois, souvent, elle est beaucoup plus importante que celle précédente parce qu'elle cache toute la gêne, la colère, parfois la honte, la culpabilité. Exactement. J'allais en venir. Vous avez anticipé sur mon autre question. Très bien, continuez. Oui, la culpabilité de l'enfant. Pourquoi ça arrive? Ça entraîne, au fait, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il faut beaucoup d'émotions. Il faut beaucoup de patience. De patience de l'enfant et c'est d'où l'intérêt de l'accompagner. Patience de l'enfant, moi je suis pas d'accord, mais par contre patience du cadre qui l'entoure, je serais plutôt oui, je serais là, je dirais oui. Parce qu'un enfant généralement n'est pas patient, c'est aux adultes, au personnel qui l'encadre de l'aide. D'être patient, oui, mais quand on les accompagne, on n'entend pas, parce que c'est être patient en tant qu'adulte, être patient avec un enfant, c'est pas de le trop couver non plus. Parce qu'il y a la notion du bénéfice secondaire. Donc, on ne va pas, par exemple, on ne va pas le punir juste parce qu'il a un bégaiement. On et va Dieu pas sait que ça arrive. On est bien d'accord. Oui. Parce que justement, c'est une notion qu'on n'aborde pas toujours. C'est pour ça, c'est d'où l'intérêt de parler ouvertement, de dire tout ce que ça peut engendrer le bégaiement et cette phase de cachet. C'est important aussi pour l'instituteur de faire comprendre la pathologie aux autres élèves. C'est-à-dire diminuer cet aspect, parce que c'est des élèves, c'est des enfants aussi qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe, mais de les briefer, de leur dire que voilà, c'est une pathologie et qu'il faut qu'il soit entouré, qu'on ne se moque pas de lui pour pouvoir justement avancer dans ce processus de guérison. Scolaire. Alors en conclusion, est-ce qu'aujourd'hui, avec vous, on peut dire que le bégaiement, plus il est pris en charge de façon précoce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus le traitement s'avère efficace?
Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut donner cet espoir? Est-ce qu'il y a des... dans votre cabinet, parce que donc, vous avez un cabinet, vous travaillez à votre compte, est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des cas où ça a apporté ses fruits, ou parce que ça a été pris d'une manière précoce? Oui. On préfère toujours la prise en charge précoce. Mieux c'est plus tôt c'est pris en charge. À vrai dire, comme toute pathologie, voilà. Tout à fait. Justement parce que il y a déjà la notion de la plasticité cérébrale qui rentre en jeu, mais aussi il y a moins de frustration parce que à l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile quand cette pathologie croise justement la crise d'adolescence, ça devient plus difficile pour vous. Ça devient plus difficile et plus difficile à gérer par l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui avait, ou bien l'adolescent, le jeune adolescent qui avait que ça à gérer, il aura aussi la difficulté à s'insérer dans un groupe, à expliquer à chaque fois, à prendre la parole, alors que c'est une période où les enfants, les adolescents commencent à s'affirmer au sein des petits groupes. Donc, plus c'est précoce, plus c'est précoce, tout à fait. Très bien, donc vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien. Mademoiselle Titous, un dernier mot avant je sais que voilà, cette envie de faire appel aux spécialistes, que vous puissiez travailler ensemble, vous tenez à cœur, ça c'est dit. Est-ce qu'il y a un autre appel? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ce sujet? Puisque voilà, le 22 octobre, ça sera donc la journée internationale du bégaiement. Personnellement, notre but, c'est justement de collaborer avec les institutrices, de parler ouvertement, parce que dans une classe, c'est normal que les enfants vont commencer à se moquer d'un enfant, parce que c'est une difficulté, c'est une différence, et toujours ça provoque de la moquerie. Par contre, si on arrive à expliquer, c'est là qu'on va changer les choses, c'est-à-dire avoir 40 personnes, bon je dis c'est le maximum, 40 ou 30 personnes, 30 élèves, 30 camarades qui vont comprendre ce que c'est le bégaiement, que c'est une différence. Ce n'est qu'un bégaiement, ni plus que ça, ni moins que ça. Et on va avoir des adolescents, dans quelques temps des adultes qui vont avoir des idées plus claires, ils vont respecter, ils vont tolérer. Voilà, l'appel aussi peut être lancé aujourd'hui aux parents pour qu'ils n'aient pas honte, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'osent pas aller vers vous en tant que spécialiste parce qu'ils ont honte de cette maladie, qui se disent, comme vous l'avez dit en début de votre intervention, que ça va se régler avec le temps, avec leur propre méthode. Or que c'est faux. Ce qui est bien ces dernières années, c'est que les parents s'orientent directement, soit chez le pédiatre qui va les orienter, soit qui appelle directement pour prendre rendez-vous. Il y a une prise de conscience de plus en plus. D'autant plus que le métier d'orthophoniste, on en avait parlé, vous et moi, donc hors antenne, est un métier pas en vogue, mais qui commence à avoir sa place dans la société parce qu'il traite plusieurs pathologies très importantes qui peuvent décider de l'avenir d'un être humain. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous, nous avoir éclairés. Restez avec moi, je vous remercie et je vous retrouve donc, vous qui nous regardez, pour un autre sujet. Il sera question de bonne nutrition et surtout de revenir vers les recettes de nos grands-mères justement, qui seront donc à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale des cuisiniers. À tout de suite.
Je ne sais pas si vous regardez le plateau aujourd'hui de C'est le week-end, mais c'est la première fois qu'on est gâté aujourd'hui de bonnes choses. Enfin, de bonnes. On verra. Enfin, on a ramené un nutritionniste. Après, voilà. Donc, avec nous, docteur Idir Linda Oumnia, médecin en médecine esthétique et nutrition. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nawel Mana, qui est donc fondatrice et propriétaire du Terroir des Gourmets. Elle va nous expliquer ce que c'est. À vos côtés, Madame Khaira Bouras, vous êtes artisane spécialisée dans tout ce qui est confiture, sirop. Il n'y a pas beaucoup de sucre dans tout ça. Du moins, docteur Oumnia va nous dire si c'est le bon sucre ou pas. Et Madame Fatiha Boukamel, artisane. Donc, elle est spécialiste, vous êtes spécialiste dans les pains spéciaux et les gâteaux à la poudre de date. Tout à fait. Voilà. Bien que calorique. Je vous fais des petits problèmes avec la nutritionniste, bien que calorique. C'est elle qui nous dit. Énergétique, on préfère. Voilà, énergétique. Oh, on préfère. Donc, je commence avec vous, Mademoiselle Mana. Terroir des Gourmets, c'est quoi? Alors, c'est un kiosque qui propose différents produits du terroir fabriqués par des artisans 100% algériens. Donc, nous essayons d'apporter une odeur, je dirais, un parfum d'antan. C'est-à-dire que nous travaillons avec des artisans qui revisitent des recettes que préparaient nos aïeux. Et voilà, donc, mais il faut dire que vous êtes organisatrice d'événements aussi, c'est comme ça que vous est venue l'idée de réunir. Je suis aussi organisatrice d'expositions artisanales. Donc, au même lieu se trouve notre kiosque. Donc, à force d'organiser des expositions, j'ai pu rencontrer plusieurs artisans algériens et découvrir qu'ils proposaient réellement d'excellents produits et que ces produits méritaient d'être mis en avant. Et voilà. Donc, vous avez proposé l'espace, vous les avez réunis. Nous les avons réunis au sein d'un même kiosque. Nous travaillons avec divers artisans à travers le territoire national. Voilà, donc nous proposons ces produits. Et au fait, c'était une manière de leur donner un coin où se réunir, où se retrouver, parce que ces artisans, justement, généralement, ne suivent que des expositions. Ils ont souvent du mal. On ne peut pas proposer qu'une boutique, par exemple, de confiture, ou une boutique d'huile d'olive, ou de gâteaux. Donc, nous avons eu l'idée de les réunir tous en un seul lieu. Très bien. Je reviens à vous, docteur Oumnia. Donc, revenir aux bons produits de nos grands-mères, revenir à nos habitudes alimentaires d'avant, quand il n'y avait pas de conservateurs, quand il n'y avait pas de conserve, quand il n'y avait pas tout ça. Est-ce une bonne idée au jour d'aujourd'hui? Et pourquoi? C'est une bonne idée, bien sûr, c'est une très très bonne idée. Travailler avec des produits de bonne qualité, éviter tout ce qui est conservateur et colorants et tout ce qui est... Il y a même des artisans qui cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes pour éviter les pesticides. Tout ça, c'est une manière de bien s'alimenter et d'éviter un maximum, malgré que tout autour de nous est peut-être plus ou moins pollué. On se dit, ben, pourquoi pas manger sain. Absolument, manger sainement. Après, c'est des huiles d'olive, c'est l'huile d'olive vraiment avec une qualité extrême. Il y a apparemment, d'après madame, il y a des confitures sans conservateur. Et ça, c'est très très bien. Après, on est là pour une bonne alimentation. On ne parle pas de surpoids ou de régime ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour avoir des produits de bonne qualité, sans conservateur et sans colorant, et faits dans de bonnes conditions aussi. Donc c'est vraiment excellent d'en arriver à ce genre d'initiative. Avec vous, Madame Bouras, justement, on va revenir sur la composition. Alors sans conservateur et... sans rien du tout, rien de sucre, fruits. Sucre. Et le taux de sucre, il revient 30%, 70% fruits, 30% de sucre. C'est bon? Ah oui, à ce pourcentage-là, c'est excellent. On ne peut pas faire de confiture sans sucre. On ne peut pas. Pour la conservation, c'est le conservateur. En fait. Oui, c'est le seul conservateur. C'est le conservateur. Le sucre, c'est le conservateur. Voilà. Quand le produit est naturel, le sucre, il y en a. Le conservateur. Alors, mis à part les confitures, vous faites aussi les sirops? Les sirops naturels, sirop de gingembre, sirop de menthe, sirop de citron. Et pareil, sans conservateur? Sans conservateur, sans rien du tout. La méthode à nos grands-mères. La méthode de nos grands-mères. Et justement, en parlant de l'idée, vous est venue comment? Est-ce que vous avez toujours fait ça? J'imagine que vous l'avez toujours fait chez vous, mais oui, je le fais toujours. Je le fais toujours chez moi. De l'exposer. Oui, non, chaque saison, je le fais pour mes enfants. Mais maintenant, c'est votre travail. Oui, maintenant, c'est mon travail. Oui, maintenant, c'est mon travail. Donc, vous avez décidé de le faire? Je le fais.
De le vendre, Ouais, d'en faire profiter. Ah oui. Très bien. Madame Boukamel, vous, votre dada, mis à part le pain, on va revenir en parler tout à l'heure, c'est la date. J'avais commencé avec Dr Oumnia justement pour dire que la date est calorique et que elle n'est pas, je veux dire, conseillée à de fortes doses. Vous en faites, vous faites des biscuits à la poudre de date. Pourquoi la date? En fait, pourquoi la date? Parce que la date, c'est un sucre naturel. Donc, autant utiliser le sucre naturel et bannir le sucre blanc, qui est très dangereux pour la santé. Et comme les enfants, ils adorent les petits biscuits sucrés, donc j'ai préféré remplacer le sucre blanc par de la poudre de date, en faisant des gâteaux, pour ne pas... Est-ce que vous avez eu, je veux dire, pourquoi la date? Vous avez fait des recherches sur ça? Est-ce que vous avez eu une formation? Parce que rares sont les personnes qui savent que voilà, la date en fait, doit être utilisée à bon usage. Oui, pas du tout. J'ai fait des recherches et comme quand on était petit, ma maman nous préparait des petits biscuits à la poudre de date et que maintenant les enfants, je vois qu'ils se nourrissent que de sucre blanc et des jus et je sais pas, tout ce qui est industriel. Donc j'ai préféré éliminer ça et faire profiter... En fait, c'est ça la poudre de date? Oui, vous pouvez... Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est des dattes séchées, broyées. D'accord. Et voilà, que vous utilisez pour... Et donc la composition, un peu, je sais que vous n'allez pas nous donner toute la recette. Il y a du beurre? Oui, il y a du beurre. Il y a des gâteaux qui sont faits avec du beurre. Il y a des gâteaux qui sont faits avec de la margarine. D'accord. Voilà. Qu'en pense notre... Ouais, non, mais sincèrement, je préférais évidemment que utiliser de la poudre de date à la place du sucre. La poudre de date, c'est du fructose. Il n'y a pas de sucre dans vos recettes? Non, pas de sucre. Pas de sucre. La poudre de date, c'est du fructose. Le sucre, c'est du saccharose. Et l'indice glycémique et le nombre de calories, c'est complètement différent. Donc, c'est sûr qu'on préférait utiliser ça pour les enfants et pour tout le monde d'ailleurs, et les adultes également. Il y a un pouvoir sucrant qui est très intéressant. C'est mieux que d'utiliser des substituts de sucre d'origine industrielle, comme l'aspartame, etc. Je préfère de loin utiliser de la poudre de date et pouvoir gérer ça de manière beaucoup plus intéressante que d'utiliser... C'est vrai que c'est sucré. Ouais, sur le palais, ça donne un arrière-goût, mais vraiment Absolument. un arrière-goût de date. Ouais. Mais après, c'est sucré. Sur des biscuits, dans nos yaourts nature, bah oui. Sur des smoothies, des yaourts. C'est très bon. Et en plus, c'est mieux que le sucre blanc. D'accord. Et la poudre de date, c'est-à-dire, où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce que c'est tout le monde qui peut la faire, au fait, chez soi? Ou alors vous en j'ai faites des fournisseurs. J'ai des fournisseurs qui sont au sud, généralement au sud, qui me fournissent la poudre de date. Très bien. En parlant de fournisseurs, vous les comptez au nombre de combien aujourd'hui, puisque votre kiosque est assez connu aujourd'hui. Vous êtes avec une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'artisans différents, mais nous sommes toujours à la rencontre, à la recherche de nouveaux artisans. Donc, il y en a ceux vers qui nous allons et nous partons par exemple à des foires, à des expositions où on va à la chasse à l'artisan, comme je le dis souvent. Sinon, parfois d'autres, comme le kiosque se situe dans un centre commercial, donc les gens commencent à le connaître. Donc, c'est ces artisans qui se présentent à nous, ils nous ramènent leurs échantillons et leurs produits. Voilà. Donc, et vous commercialisez? Nous essayons, nous commercialisons pas, tous les produits. C'est-à-dire que ça reste un peu sélectif, que le produit soit conforme, que ce soit un bon produit au niveau du goût, de sa qualité, de sa présentation, au niveau de... Voilà, disons que nous avons des caractéristiques que nous devons suivre. Des normes. Voilà, des normes et tout pour proposer les produits de l'artisan. Mais, alhamdoulilah, pour l'instant, nous sommes très satisfaits des collaborations que nous avons. Et les gens, voilà... Notre terroir riche aussi. Oui. Non, mais voilà. C'est très bien parce que ça reste un fruit, hein. Les dates, ça reste un fruit. Mais pas que les dates, voilà, il y a même les fruits. Même moi, je fais des confitures de légumes. Elle me parlait tout à l'heure, elle me disait qu'ils ont des pâtes à tartiner à base de beurre de cacahuète. De beurre de cacahuète. Au pur miel. C'est pas... Oui, et avec de la poudre de date. Effectivement, ça reste très gras, ça reste comme de l'huile d'arachide, donc ça reste gras. Mais si on doit comparer ça à une pâte à tartiner, une pâte à tartiner comme tout le monde la connaît au chocolat, que tout le monde aime. Pas donner de marque, d'accord? Oui, bref. Utiliser cette pâte à tartiner, l'huile d'arachide, c'est des oméga, c'est des acides gras de la série 6 qui restent moyens.
ce n'est pas des acides gras, c'est pas de l'huile de palme, c'est pas des acides gras trans, c'est pas des acides gras saturés, c'est un acide gras polyinsaturé de la série 6 qui reste moyen. Le meilleur, c'est la série 3, c'est les oméga 3, etc. Et les monoinsaturés comme l'huile d'olive. Mais ça reste quand même, si on prend une petite tartine avec ça, il y a du sucre, c'est du fructose. Le beurre, c'est de l'huile d'arachide, c'est des acides gras polyinsaturés 6. Et le pur miel. Je prends. Sincèrement, si je dois donner à mes enfants l'un ou l'autre, même s'ils sont caloriques tous les deux, s'il faut bien de temps en temps faire plaisir aux enfants et leur offrir quelque chose. Mais ça reste. Elle ouvre l'espoir. Ah, bien sûr, mais bien sûr, on n'est pas là tout le temps comme un gendarme pour faire le régime. Non, il faut se faire plaisir parce qu'il faut manger avoir un plaisir de la table. Si je dois avoir un plaisir de la table avec des biscuits, avec de la poudre de dattes et une pâte à tartiner avec du beurre de cacao et de la poudre de date et du miel, ben le choix est très facile à faire. On va parler du pain parce que 99,99% des Algériens ne peuvent pas se passer. Ça s'appelle des painophiles, je les appelle. Voilà, les painophiles, oui. Et on en fait partie avec fierté. Parce que tous nos plats, Yanni Boutermes, on ne peut pas Yanni manger. On ne peut pas s'en passer. Voilà, on ne va pas se mentir. Le pain, c'est aussi une de vos spécialités. Oui. Qu'est-ce qui fait que vos pains soient spéciaux? Alors, mes pains sont spéciaux. En fait, je ramène mes farines de chez les meuniers. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas des farines industrielles. C'est des farines naturelles, bio, si on peut utiliser ce terme, parce que c'est très vaste comme terme. C'est les farines des farines de blé, des farines, des farines de maïs, des farines de blé, des farines complètes, des farines de seigle, que je ramène chez mon meunier qui est à Buinen, que je remercie d'ailleurs. Et je fais mon pain au levain, c'est-à-dire la méthode sans améliorant de grand-mère. Voilà. D'accord, donc il y a du pain ici. Oui. C'est du pain aux céréales, du pain au safran, du pain de campagne, du pain de son. Voilà, donc une petite variété que j'ai pu ramener. J'ai pas pu tout ramener. J'appréhende. C'est très bien, il y a des fibres. Quand il y a du pain blanc, c'est du pain qui est très calorique, ça reste un indice glycémique très élevé, le pain blanc. C'est du sucre, hein, ça reste... quand on parle du pain, maintenant actuellement, on le considère même comme un sucre rapide, hein, pour vous dire. Mais quand il y a un mélange de fibres comme ça, quand tout ce qui est pain de son, pain de seigle, pain complet, etc., il y a des fibres avec. Donc l'absorption au niveau de l'estomac se fait beaucoup moins rapidement que les autres. Et encore, quand on le mélange avec le bol alimentaire, avec des légumes et des protéines, etc., l'absorption des glucides est beaucoup plus lente. Donc on absorbera beaucoup moins de glucides, on prendra beaucoup moins de poids avec ça. Vous avez échappé belle. Hein, ça va, donc c'est approuvé. C'est approuvé à 200%. Mais ça reste quantité restreinte. Il ne faut pas en abuser. Le matin? Déjà, c'est bourratif en fait. Quand vous prenez déjà que le pain complet, c'est rassasiant. Quand vous prenez 2 tranches de pain complet le matin avec du beurre d'arachide, vous êtes sûr que vous en avez pour toute la journée. Ah non, le beurre d'arachide, on est ultra quand même. Pas comme ça, voilà, avec un peu d'huile d'olive, c'est mieux. Je pense qu'on peut consommer ce genre de produit, que ce soit le beurre d'arachide, le miel, l'extrait de date ou bien même le pain, mais tout en respectant les portions. C'est-à-dire, on consomme quelque chose de naturel, mais il faut toujours respecter les portions. Tout excès. Mais c'est déjà un plus en consommant des produits sans conservateur, sans colorant, sans additifs alimentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le strict régime, mais on enlève déjà des produits qui sont mauvais pour la santé. Voilà. Des radicaux libres. Tout ce qui est conservateur, c'est éviter tout ce qui est radicaux libres, etc. pour le corps qui entraîne toutes les maladies qu'on connaît actuellement, les nouvelles maladies. Qui n'existaient pas, qui étaient très rares avant. Madame Boras, à part les confitures, les sirops, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous comptez vous étendre sur d'autres produits? Est-ce qu'on demande d'autres produits? Vos clients demandent d'autres produits? Vous voulez rester dans votre spécialité? Non, je veux rester bien dans ma spécialité. Je ne sais pas si c'était vous, mais vous faites aussi la confiture de gingembre. Confiture navet, gingembre. Navet et gingembre. Excellent. Confiture de légumes. Confiture de navet, gingembre, confiture de fenouil. Il est très très bon pour la santé. L'aubergine. Confiture d'aubergine, confiture de tomate. La citrouille. Il y a des clients qui achètent Oui. D'accord. C'est un peu, reprendre
je sais pas, changer les habitudes alimentaires. Parce que confiture d'aubergine, il y a à part la figue et l'abricot. Non, il y a des confitures. C'est pas surtout confiture de fenouil, vraiment. Ah, la confiture de fenouil, ça doit être bien. Il est trop demandé. Navet gingembre, trop demandé. Eh ben, je vends la vente taille beaucoup plus les confitures de légumes. Beaucoup plus les confitures classiques, les de figues, abricots. Oui, donc c'est devenu des classiques. Oui, confiture de potiron, c'est super bon. Ah oui, potiron. Ça, je viens. Moi, j'avais proposé de nous faire de la confiture de betterave. Oui, j'ai jamais fait les confitures, mais voilà, c'est super, oui. Nous parlons de conservateur pour ce qui est des confitures, qui est le sucre. Elle fait aussi, elle a oublié peut-être de le citer, de l'excellente dersa naturelle, qui est vraiment, justement, qui est conservée avec de l'huile d'olive. Au fait, donc pour les produits qui sont sans conservateur, vous avez l'huile d'olive, vous avez le vinaigre, et vous avez aussi le sucre pour ce qui est confiture. Voilà. D'accord. Donc je fais dersa. Elle fait dersa, voilà. Dersa, vraiment... Très piquante, excellente, vraiment, on sent vraiment le goût. Et en même temps conservé dans de l'huile. Dans de l'huile d'olive, avec de l'ail et tout, c'est aussi... c'est toujours la méthode de nos grands-mères. Oui, c'est ça. Avant aussi, préparer le poivron rouge. Pour le poivron rouge, la tomate en conserve, tout ça se préparait à la maison avec Ramadan. Elle m'a dit tes projets, mes projets c'est ça, les tomates, le conserve de tomates naturelles. Absolument, de la tomate séchée. Donc vous avez des projets, vous n'allez pas vous contenir. Il fallait me demander. La tomate de la discussion jaillit la lumière, très bien. Un dernier mot, mademoiselle Mana, concernant justement le terroir des gourmets. J'aime bien gourmet, pas gourmand, gourmet. Voilà, c'est les gens qui ont vraiment du goût, qui savent, qui aiment les bonnes choses, qui peuvent apprécier. Voilà, c'est vraiment leur donner cette occasion de redécouvrir le travail de différents artisans. Donc, je tiens à remercier tous les artisans qui collaborent avec nous, ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui et ceux qui nous regardent peut-être. Et j'appelle tous les artisans à s'orienter vers nous afin de nous proposer leurs produits. Nous essayons d'encourager non seulement nos produits du terroir et aussi le travail de ces artisans. Un dernier mot, docteur Oumia. Moi, je les encourage beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir fait leur connaissance. Il y a un manque de tout ça. Je pense que bien manger maintenant actuellement est devenu très rare. On mange beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Donc pouvoir avoir de bons produits comme ça, du bon pain aussi, et avoir une belle table sans avoir peur de manger, moi je pense que c'est très important. Et on n'est pas là seulement on est là pour se faire plaisir également. Se faire plaisir avec de la poudre de date, on peut se faire plaisir avec des produits sains et équilibrés sans pour autant avoir des sentiments de culpabilité quand on mange. Merci beaucoup en tout cas mesdames d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir apporté donc toutes ces bonnes choses et d'avoir donné justement l'occasion de parler des produits de nos grands-mères et les produits du terroir. Ça c'était important de l'évoquer. Merci docteur Oumia d'avoir été parmi nous. Donc je vous retrouve juste après Adèle avec le dernier plateau de ce vendredi. À tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On va parler d'une maladie à présent. On n'en parle pas, moi je trouve assez souvent. On ne la connaît pas assez aussi. Il s'agit de l'ostéoporose. Alors demain, à l'occasion de sa journée mondiale, il y a un événement qui se prépare, une journée d'information et de sensibilisation dans une grande surface ici même à Alger. On a convié pour vous des médecins, notamment des médecins, des rhumatologues du CHU de Bab el-Oued pour justement nous présenter la maladie, nous parler de ses symptômes et surtout de ses moyens de prévention. Présents avec nous aussi les représentants d'un important laboratoire pharmaceutique. Je commencerai avec vous, donc, je ne sais pas si je vais dire mes docteurs ou la docteur de manière générale. Donc vous êtes rhumatologue et vous exercez au CHU de Bab el-Oued, donc docteur Zahraoui, pardon, à Kroub, Nawel. Donc vous êtes médecin rhumatologue et docteur Benaziz Rima Boutaleb. C'est ça, rhumatologue également. Est présent avec nous Madame Achour, représentante du groupe donc, pharmaceutique en question. À vos côtés, Monsieur Derder Bolem, chargé de communication au sein de ces laboratoires. Donc on va présenter le laboratoire, on va parler de son activité et surtout de l'événement de demain. Ça se prépare donc dans une grande surface à Alger, allez, on va le dire pour une seule fois à Ardis, et vous représentez le groupe donc. Très bien, donc nous remercions d'abord Canal Algérie de nous ouvrir les portes des studios. Les laboratoires Frater Azel s'organisent donc à l'occasion, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, de la journée mondiale de l'ostéoporose, qui, j'ouvre une petite parenthèse, sous le contrôle donc de mes amis médecins, qui est une maladie si insidieuse, si silencieuse et si pernicieuse qu'on s'en aperçoit pas jusqu'au moment où elle s'installe. Donc ça devient un véritable problème de santé publique. Donc notre laboratoire qui, du haut de ses 25 ans, a de tout temps pris en considération donc, un certain nombre de pathologies, entre autres l'ostéoporose, et a milité à tout prix pour que les traitements soient remboursés. Ça, c'est une information importante. Donc, lors de cet événement, nous allons aller vers le grand public, et c'est la première fois qu'on le fait. On a organisé, certes, des journées scientifiques entre médecins, pharmaciens, etc. Mais aller vers le grand public, c'est une première. Ça se passe, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, au niveau donc, de l'esplanade de ce centre commercial. Obligé de le dire, il s'agit d'Ardis pour que les gens puissent se repérer. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 9h30, 10h. Et on ne fermera que lors du dernier passage, du dernier visiteur. Voilà. Donc on lance un appel vibrant à la population pour qu'elle vienne en masse. Il va y avoir donc de la sensibilisation, de la conscientisation et de l'éducation pour la santé. Ça, c'est extrêmement important. On fera des consultations gratuites. Il va y avoir un examen, dont les médecins vont en parler, qui sera effectué. C'est la DMO. Donc,
la DMO, on l'expliquera tout à l'heure. Je préfère laisser aux spécialistes la parole. Vous faites une belle transition. Allez, je vais aller directement voir les médecins pour justement expliquer ce que c'est que cette maladie qui touche, on sait de manière générale, les os, mais où réside sa difficulté. Pourquoi elle est si, pas grave, mais importante pour la prévention. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, pour définir l'ostéoporose, il constitue un problème de santé publique. Le message à faire passer, c'est que ce n'est pas une maladie qui est exclusivement féminine. Certes, elle touche le plus souvent la femme après la ménopause, mais l'homme peut être touché. Donc là, il faut le savoir. Elle va fragiliser le squelette osseux. Donc, c'est ce qui va provoquer des fractures. Le plus souvent, elle est silencieuse. Et c'est ce qui fait qu'elle est sous-diagnostiquée. Elle va commencer à devenir symptomatique, ça veut dire douloureuse, après la survenue de fractures. Au niveau du rachis, c'est généralement les plus fréquentes, les fractures les plus fréquentes. La première, c'est la fracture du poignet, c'est la fracture sentinelle, c'est ce qui attire notre attention. Après, si cette ostéoporose n'est pas traitée, voire maltraitée, elle passe à la colonne vertébrale, elle va provoquer des fractures vertébrales. C'est pour ça qu'on voit des femmes d'un certain âge qui ont le dos courbé, voûté, et il y a une diminution importante de la taille. Bien sûr, si on la laisse évoluer, là, elle passe au col du fémur, c'est la fracture de la hanche qui, elle, constitue, en fait, elle va mettre en péril le pronostic pratiquement vital. Le diagnostic, il se fait à l'examen clinique, il se fait surtout à l'aide de la DMO, qui est un appareil qui va quantifier l'os. Et il va nous aider à poser le diagnostic d'une part et puis à avoir une démarche thérapeutique qui va être adéquate au patient. Oui, docteur Alice. Oui, bonjour. Et moi, pour rajouter par rapport à ce qu'elle a dit ma collègue, moi je parlerai plutôt des causes de cette maladie ou ce qu'on appelle les facteurs de risque de cette pathologie. Donc c'est des facteurs qui favorisent la survenue de cette maladie qu'il faudrait identifier et donc essayer de corriger quand c'est des facteurs de risque modifiables afin d'éviter la survenue de cette pathologie notamment. Il y a l'âge déjà en premier lieu. C'est une pathologie qui touche le sujet âgé. Donc avec l'âge, on a plus de malchance, je dirais, d'avoir cette pathologie. Il y a le sexe féminin. Les femmes sont plus exposées, certes. L'homme la femme, en fait, est plus exposée du fait de la carence œstrogénique qui survient après la ménopause. D'ailleurs, la ménopause précoce constitue l'un des principaux facteurs de risque de cette pathologie. Il y en a d'autres, en fait, des facteurs d'environnement, la faible exposition solaire, le faible apport en calcium notamment. Il y a l'immobilisation aussi qui peut favoriser aussi cette pathologie, d'où la lutte contre la sédentarité. Il y a aussi certaines pathologies qui peuvent en être la cause, comme notamment l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, le diabète, les rhumatismes inflammatoires aussi et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et certains traitements ou médicaments sont également incriminés dans sa survenue, notamment les corticoïdes, d'où la sensibilisation contre la prescription abusive de ces thérapeutiques-là. Tout à fait. Madame Achour, on ne vous a pas entendu. Parlez-nous un petit peu de votre collaboration avec le CHU de Douira. Alors, pour justement cet événement. Justement, moi je voulais parler d'un point très important par rapport au laboratoire Frater Razès. Il faut dire que les laboratoires Frater Razès ont toujours été très sensibles à cette pathologie. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille en collaboration avec les praticiens et on a mis à leur disposition une molécule qui puisse justement prendre en charge cette ostéoporose, qui est parmi les molécules qui sont de référence internationale. On l'a introduite sur le marché justement pour aider nos praticiens à traiter cette pathologie. Et bien sûr, vous allez en parler demain lors de votre journée. Justement, la journée de demain, et le laboratoire Frater Razès se devait aujourd'hui de vulgariser cette pathologie et de sensibiliser les patientes et les malades, essentiellement les femmes algériennes. Parce que, comme vous savez, cette maladie, elle est découverte fortuitement, juste après une fracture. C'est une fois que la fracture est installée que la patiente vient consulter pour voir
pour diagnostiquer, c'est là où elle est diagnostiquée l'ostéoporose. Donc aujourd'hui, le laboratoire Frater Azès voudrait vulgariser cette maladie et pourquoi pas aller vers la prise en charge et la précoce, mais soutenue également par la CNAS. Docteur Aziz, est-ce qu'on peut parler de guérison à 100% aujourd'hui? Est-ce qu'on peut guérir de l'ostéoporose? Oui, en fait, le traitement, en fait, il y a un autre volet aussi, il n'y a pas que le traitement médical. La population doit savoir qu'elle doit avoir une bonne hygiène de vie. Et quand on parle d'hygiène de vie, c'est un régime alimentaire équilibré, qui est riche en calcium, en vitamine D. Il y a aussi certaines habitudes à bannir, telles que l'alcool, le tabac. Et il faut avoir aussi une activité physique régulière. Donc, quand je dis activité physique, c'est pas forcément aller en salle de sport et faire 1 heure par jour. Une marche, une simple marche avec des chaussures adéquates sur un terrain plat, non accidenté, peut suffire. S'exposer au soleil. Et donc là, c'est l'autre volet du traitement. Le traitement... Oui. Et le deuxième volet du traitement consiste en le traitement médicamenteux, donc qu'il faudrait instaurer, on insiste là-dessus, avant la survenue de complications qui, elles, font la gravité de cette pathologie. En fait, donc il faut diagnostiquer... la maladie est détectée, c'est ça? Est détectée, effectivement, avant la survenue des fractures qui constituent, donc qui font toute la gravité de cette pathologie-là. Donc instaurer un traitement, donc il y a différents traitements sur le marché actuellement. Il y a des traitements qui favorisent la formation de l'os, d'autres qui freinent sa résorption, donc qui freinent sa destruction, si on peut dire cela comme ça. Donc il faudrait instaurer et suivre afin d'éviter justement... C'est des traitements lourds pour la plupart du temps? Non, c'est des traitements... C'est des comprimés à prendre dans un de façon hebdomadaire. De façon hebdomadaire. Il y a quelques règles de prise. Il faut le prendre le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau du robinet, et puis ne pas se pencher, ne pas s'allonger durant une demi-heure. Pas de rééducation à ce stade-là? Plutôt toujours activité physique. Rééducation. En fait, je voudrais rebondir sur un point. C'est vrai que l'ostéoporose, et là je parle encore une fois sous le contrôle des spécialistes, est une maladie qui touche à la jante féminine. Mais les hommes ne sont pas du reste par rapport à cette maladie. Et selon une étude qui a été faite au sujet de la fracture du col du fémur qui touche et les femmes et les hommes, mais s'agissant des hommes, il semblerait, d'après donc les informations que j'ai pu avoir, que une année après la chute et après la fracture du col du fémur, la personne décède dans l'année qui suit. Et c'est lié, je pense, que c'est lié à cette sédentarisation, à ce manque, parce que la fracture du col du fémur immobilise carrément la personne au lit. En entendant l'ostéoporose. Si. On ne se rend pas compte de la gravité de la maladie, mais maintenant que vous en parlez, c'est vrai que... elle est silencieuse, il ne faut pas l'oublier. Elle est vicieuse. Il n'y a pas de signe prémonitoire. Voilà, je pense que le seul signe, c'est la fracture. D'où l'importance des journées comme ça, comme vous le faites, pour sensibiliser. En fait, parlant d'études, justement, nous avons mené une étude au niveau du CHU de Bab-el-Oued pour un petit peu savoir les conséquences de cette maladie-là. Et nous avons quand même, en collaboration avec le service de traumatologie, et en 18 mois, nous avons recensé quand même 115 fractures de la hanche, donc du col fémoral, donc ce qui est quand même assez important. Et ce qui nous a aussi interpellé, c'est qu'il y avait parmi ces 115 patients, il y avait 7 qui avaient une double fracture de hanche, ce qui nous incite à dire que si on avait instauré un traitement chez ces patients-là, ils n'auraient pas fracturé du côté contralatéral. D'où la nécessité de faire passer le message aussi bien au grand public qu'à nos confrères, donc à nos confrères médecins. Donc si vous suspectez cette maladie, orientez les patients chez les rhumatologues qui vont les mettre sous traitement. Votre travail avec tout le cœur que je vois chez vous, docteur, tout simplement pour éviter le pire pour les patients. Et c'est un des messages justement à faire passer par rapport à cette journée. Nous voulons d'abord vulgariser l'information
information médicale. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour mes amis médecins, généralement les médecins, ils parlent dans un langage technique. Nous, on va essayer de parler le langage des gens pour expliquer, faciliter donc l'information médicale et faire en sorte à ce que les hommes et les femmes, les enfants, etc., puissent comprendre la gravité de cette maladie et prendre des précautions nécessaires. Madame Achour, vous êtes au nombre de combien, vous avez combien de médecins, combien de gens qui vont informer, qui vont aller vers le public? Vous êtes... Allez, alors, on travaille, il y aura le service de CHU de Duira qui vont être présents. Il y aura une vingtaine de médecins qui vont être sur place, qui vont non seulement expliquer la maladie au grand public, aux femmes qui vont venir, j'espère elles vont être nombreuses, mais elles vont aussi consulter et rechercher. En tout cas, je peux vous dire que vous avez bien choisi l'endroit, parce que samedi, et dans cette grande surface, il n'y aura que 80% de la population des femmes, parce qu'elles partent faire leur omplette, il y a des aires de jeu pour les enfants, donc vous avez bien choisi, l'endroit a été bien étudié. Très bien, donc elles vont les médecins vont non seulement expliquer cette maladie, mais essayer de diagnostiquer pour justement... pour que ces femmes-là aillent consulter et être traitées, pour qu'elles soient traitées. Pour ne pas arriver à la fracture. Vous avez vu, le traitement est tellement simple, un comprimé par semaine, et on évite une fracture qui peut être de lourdes conséquences. Il y a des supports aussi de communication qui ont été prévus, il va y avoir des flyers, il va y avoir même un questionnaire, qui, je crois que les médecins appellent ça l'anamnèse, c'est bien ça. Il va y avoir un questionnaire. Appelle ça comment? L'anamnèse, c'est ça? Voilà. Donc, c'est justement pour rechercher les facteurs de risque. Pour essayer de recenser un certain nombre de facteurs de risque. Et puis il y a une vidéo qui va circuler en boucle, qui est faite par un médecin qui s'adresse dans un langage très accessible. Et nous espérons que le public sera fort nombreux à cette journée, qui n'en est qu'une première. Nous souhaitons en organiser d'autres, même sur le plan régional, pas uniquement Alger, parce que Alger, ce n'est pas l'Algérie. Voilà. Ça c'est dit. Mesdames, donc j'aimerais vous donner un dernier mot concernant votre travail, concernant la rhumatologie de manière générale, mais l'ostéoporose de manière précise. Allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à notre débat aujourd'hui? Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont les difficultés que pourraient éventuellement freiner le processus de guérison de cette maladie? Toute la difficulté de cette maladie réside dans le fait qu'elle soit silencieuse. Donc de ce fait-là, il n'y a pas de symptômes qui motivent le patient à consulter. Généralement découverte de façon fortuite, peut-être à l'occasion d'une radio faite pour autre chose, on voit que l'os n'est pas très bien calcifié, donc il est déminéralisé ou autre chose. Donc les douleurs, généralement, elles signent qu'il y a une fracture. Donc, et on ne voudrait pas arriver justement à ce stade-là, d'où l'importance de chercher les facteurs de risque de cette pathologie, donc qui font que la personne ait plus de malchance d'avoir la pathologie, donc qui vont inciter à consulter. Très bien. La sensibilisation, il faut sensibiliser certes la population, donc il est normal qu'on trouve, quand on surveille en fait la croissance d'un enfant, mais à partir de l'âge de 50 ans, il faudrait surveiller sa décroissance. Donc par exemple, quelque chose qui peut être révélateur, c'est la diminution de la taille. Donc une diminution de plus de 3 cm par an. Vous appelez ça dans votre métier, je ne sais pas si c'est la même chose, le tassement de vertèbre, c'est ça? Oui, c'est le tassement, en fait, c'est la diminution de la hauteur de la vertèbre qui est en fait une fracture vertébrale. C'est tassement, oui. Et donc surveillez votre taille à partir de 50 ans et cela peut être un facteur alarmant. Un facteur, peut-être pas alarmant, mais au moins un facteur qui va vous faire consulter chez le médecin. Et puis un message aussi à nos amis médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, quand vous avez, il faut connaître les facteurs de risque qui ont été cités par ma collègue. Donc si vous avez un des facteurs de risque, adressez-nous les patients pour que le traitement soit instauré de façon précoce et pour qu'il n'y ait pas comme ça d'engagement, soit du pronostic fonctionnel, parce que l'ostéoporose, certes, rarement elle peut engager le pronostic vital, mais c'est surtout l'autonomie de la personne qui va être altérée. Voilà. Donc c'est le message. Je voudrais avoir une toute petite pensée par rapport à mon père, qui a fait une chute et qui a
à qui on a installé une prothèse, parce qu'il avait fait donc une chute au niveau du col du fémur, fracture du col du fémur. Et puis un jour, il s'est mis à marcher, c'est vrai qu'il dandinait un petit peu. Et à chaque fois que les médecins lui posaient la question, il lui disait « Mais monsieur Derder, pourquoi marchez-vous comme ça ?» Il leur disait à l'époque « Ma jambe a rétréci au lavage ». Voilà. C'est une façon, j'allais dire, sympathique de prendre les choses. C'est un petit clin d'œil que je lui fais. Sauf que là, c'est allé en ce jour. Mais c'est vrai que, voilà, prendre les choses comme ça, c'est bien, mais en prévenir, c'est encore mieux, puisque, voilà, vous dites que le traitement n'est pas lourd et qu'on peut ne pas aller en plus, il est disponible en quantité et en qualité. Très bien. Donc, Madame Achour. Un dernier mot. Je vous ai tellement pas entendu aujourd'hui pendant l'autre débat que voilà, un dernier mot. Alors, on a beaucoup parlé d'ostéoporose qu'on associe toujours à la fracture. Il y a beaucoup à faire et j'espère qu'on pourra arriver avec les laboratoires Frater Razès en collaboration avec les praticiens qu'on accompagne, ça fait plus de 10 ans, ne plus parler de fracture et prévenir la fracture, même en association avec la CNAS, avec le remboursement, le préventif soutenu par la CNAS. Ce qui serait intéressant, si tu permets, c'est de savoir, en termes d'économie de la santé, combien coûte une prévention et combien coûte une prise en charge d'une fracture. Voilà, c'est un grand débat. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que le rendez-vous est donné demain donc, à l'Esplanade d'Ardis à partir de 9h30 du matin avec plein de médecins, une journée de sensibilisation qui intéressera sûrement grand monde. Merci encore d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente semaine et à vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Manipulatrice, calculatrice, révélatrice quand elles sont pas torturées.